Levez la main si vous avez déjà entendu cette phrase « femme au volant, mort au tournant ». Vous l'avez déjà entendu, c'est sûr, soit dans une voiture d'auto-école ou dans la bouche d'un oncle un peu lourdingue, ou même d'une femme d'ailleurs, à la machine à café, sinon quand une collègue raconte qu'elle a eu un accrochage. Cette petite phrase banale se transmet comme une chanson populaire. On rigole, on la répète, on la banalise, mais elle dit quelque chose de beaucoup plus profond. L'histoire d'une route longtemps réservée aux hommes, d'un droit à la mobilité qui n'allait pas de soi et d'une misogynie qui, aujourd'hui encore, pèse sur les épaules des conductrices. Alors d'où vient ce cliché ? Est-ce qu'il repose sur une réalité ? Et qu'est-ce qu'il raconte vraiment de notre société ? En colère, en colère, en colère, en colère. Imaginez-vous à la fin du 19e siècle. Des machines étranges roulent sur les routes cabossées d'Europe. Elles fument, elles toussent, elles font peur aux chevaux. On les appelle des automobiles. Ces engins sont rares, sont chers, sont difficiles à manier et ils sont réservés à quelques inventeurs et aristocrates. Seuls quelques privilégiés y ont accès et ces privilégiés sont, vous l'aurez compris bien entendu, des hommes. Quand l'automobile naît, elle n'est pas un objet technique, elle est un symbole. Symbole de puissance, de vitesse, de maîtrise, du progrès industriel. Bref, tout un imaginaire qui, dans une société encore dominée par l'idée des sphères séparées entre les sexes, se colle immédiatement à l'identité masculine. On ne parle pas de se déplacer, mais de conquérir la route comme on a acquis des terres coloniales. La publicité automobile du début du XXe siècle ne s'adresse d'ailleurs pas aux femmes. Pourquoi faire ? Sauf si elles sont passagères d'ailleurs, des passagères élégantes qui accompagnent le conducteur, lui donnent de l'eau, des chips de temps en temps. La conduite est un acte de domination technique et ça s'inscrit dans une culture où les femmes sont cantonnées à l'espace domestique ou à la mondanité. Pourtant, beaucoup ont toujours conduit. L'histoire officielle les a invisibilisées, mais des figures existent pourtant. La plus connue à l'international est Bertha Benz, qui, en 1888, prend la voiture de son mari, Karl Benz, et réalise le premier long trajet automobile de l'histoire. Près de 100 km, seule avec 2 fils, réparant en chemin les freins et s'arrêtant en route pour acheter du carburant. Par ce geste, elle démontre que la voiture n'est pas un gadget d'atelier masculin, mais c'est un véritable moyen de transport. Elle entre alors dans l'histoire, même si on retiendra surtout le nom de son mari. En France, c'est la duchesse d'Uzès qui devient la première femme titulaire d'un certificat de capacité de conduire en 1898. Elle est aussi la première à être verbalisée pour excès de vitesse. Et Camille Dugast, sportive, parachutiste et aventurière, s'impose aussi dans les courses automobiles au début du XXe siècle. Ces femmes existent, mais elles sont des exceptions tolérées. Elles sont souvent caricaturées ou marginalisées. La norme, c'est l'homme au volant et la femme sur le siège passager, ou alors derrière, avec les enfants. D'un point de vue légal, rien n'a jamais formellement interdit aux femmes de passer le permis en France. Le certificat de capacité, il est créé en 1893, puis il est généralisé en 1899. Le permis moderne, avec le code de la route, apparaît, lui, en 1922. Les textes sont neutres, femmes et hommes peuvent donc l'obtenir. Mais l'accès réel, c'est différent. D'abord, conduire, ça exige d'avoir une voiture, et donc des moyens financiers. Vous imaginez bien qu'au début du XXe siècle, les femmes n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, n'avaient même pas de compte bancaire, n'avaient pas vraiment de liberté, donc l'autonomie économique des femmes était limitée, jusqu'en 1965. Une femme mariée devait donc demander l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque. Comment est-ce qu'on peut imaginer alors qu'elle puisse librement s'offrir une voiture et son entretien, alors qu'elle n'était même pas capable de se payer les courses toute seule sans l'accord de son mari ? Ensuite, il y a des barrières sociales. Conduire est perçu comme un attribut masculin, au même titre que fumer ou porter un pantalon à l'époque. C'est encore une fois une preuve de domination masculine. Les pionnières qui s'installent derrière un volant sont donc souvent ridiculisées ou critiquées, parce que c'est pas censé être leur place. Leur place, à l'époque, c'est censé être à la maison avec les enfants. La presse de l'époque regorge de caricatures montrant des femmes maladroites au volant, causant des embouteillages ou des catastrophes, parce qu'on ne peut pas s'imaginer qu'une femme puisse avoir autant d'autonomie et autant de capacité qu'un homme. C'est ridicule d'imaginer qu'une femme soit capable de conduire une voiture en toute sécurité. C'est beaucoup plus simple de prouver sa domination quand on ridiculise la personne d'en face. L'accès au permis n'a donc pas fait l'objet de batailles légales en France, mais ça a bien été un champ de bataille symbolique et culturel.
Et alors comment ça se passait ailleurs ? La comparaison rappelle à quel point ce droit n'allait pas de soi. En Arabie Saoudite, les femmes n'ont pu conduire qu'à partir de 2018, après des décennies de mobilisation. Certaines militantes, comme, je suis désolée, je pense que je vais ruiner son nom et son prénom, Loujain Al-Hatloul, ont même été emprisonnées pour avoir osé prendre le volant avant la levée de l'interdiction. Le droit de conduire, en d'autres termes, n'est pas une question technique, c'est une question de liberté et d'égalité citoyenne. Vous imaginez qu'en Arabie Saoudite, du coup, avant 2018, une femme qui conduit, c'est une femme qui est libre, c'est une femme qui peut aller où bon lui semble, c'est une femme qui n'a pas besoin d'un homme pour se déplacer, pour faire sa vie. Et ça, c'est impossible. Certains hommes, dans certains pays, et ça a été le cas pendant des décennies, ont besoin de s'assurer que les femmes ne partent pas, ont besoin de s'assurer que les femmes ont besoin d'eux. Et ça vient par la restriction de leur liberté. La phrase « femme au volant, mort au tournant » fait partie de ces adages anonyme qui circule sans auteur identifié. On ne la retrouve pas dans un texte de loi ni dans un discours officiel, mais dans la culture populaire, les repas de famille, les blagues de comptoir. C'est une phrase qui se répand au XXe siècle, parallèlement à la massification de l'automobile. Donc on ne sait pas vraiment quand est-ce que cette phrase est apparue, ni qui l'a créée. Mais alors, pourquoi ce succès ? Parce qu'elle condense un imaginaire déjà installé. Celui d'une conduite virile, maîtrisée, opposée à une conduite supposément maladroite, prudente, voire dangereuse des femmes. Le slogan fonctionne comme une rime facile qui justifie l'exclusion symbolique des femmes. Il faut comprendre aussi son effet psychologique. Des études en psychologie sociale montrent qu'évoquer ce stéréotype suffit à réduire la performance des femmes dans des simulations de conduite. On appelle ça la menace du stéréotype. L'angoisse d'être jugé par rapport à un cliché négatif conduit finalement à se conformer partiellement à ce cliché. Parce qu'on sent qu'on vous regarde, c'est-à-dire que si quelqu'un est là en mode « je suis sûr que t'es bête, je suis sûr que t'es bête, je suis sûr que t'es bête » et qu'ensuite on te demande de faire un calcul mental, il y a de grandes chances que ce jugement t'ait tellement stressé et mis mal à l'aise que tu finisses par faire des erreurs. Et c'est la même chose pour femmes au volant, mort au tournant. C'est-à-dire qu'on va dire « les femmes ne peuvent pas conduire, les femmes ne peuvent pas conduire, les femmes ne peuvent pas conduire », donc les femmes vont apprendre qu'en fait elles ne peuvent réellement pas conduire, que c'est pas dans leur nature de le faire. Non pas parce que c'est le cas, mais parce que on leur a tellement répété que c'était ça, la vérité, que finalement elles vont le croire. En clair, plus on répète « les femmes conduisent mal », plus on augmente les chances qu'elles hésitent, qu'elles stressent et se dévalorisent au volant. Mais est-ce que c'est prouvé finalement que les femmes, elles créent vraiment des dommages sur la route ? Eh ben non. Aucune donnée scientifique ne valide ce slogan. Tout démontre d'ailleurs que les femmes ne sont pas plus dangereuses au volant que les hommes. C'est d'ailleurs plus souvent le contraire. Les statistiques routières en France sont très claires. Chaque année, environ 75 à 80% des personnes tuées sur la route sont, au roulement de tambour, des hommes ! Oui ! Et ça, c'est pas viril ni stylé, c'est juste qu'ils conduisent mal. En 2023, par exemple, sur un peu plus de 3000 morts, près de 2400 étaient masculins. Les tendances sont stables depuis des décennies. Ça veut dire que ça fait des décennies que les hommes conduisent et qu'ils se tuent. Et après, on dit que c'est les femmes qui engendrent la mort sur la route. L'Organisation mondiale de la santé confirme d'ailleurs cette asymétrie à l'échelle mondiale. Les hommes ont environ 3 fois plus de risques de mourir dans un accident de la route. Non pas à cause de la femme qui conduit, parce que sinon les femmes seraient comprises dans ces stats, mais parce que les comportements à risque sont socialement associés à la masculinité. La vitesse excessive, l'alcool, la conduite agressive sont statistiquement plus fréquents chez les hommes. Je pense parce qu'ils considèrent que c'est viril. Ah bah oui, c'est viril, hein. De conduire vite quand tu sais que tu peux avoir un accident, c'est viril, hein. De boire quand t'es au volant, c'est viril de penser que tu peux pas mourir et que tu peux pas causer des accidents. Les jeunes hommes de 18 à 24 ans sont particulièrement surreprésentés dans les accidents mortels. Autrement dit, les données contredisent frontalement l'adage. Ce ne sont pas les femmes qui mettent la route en danger, mais bien les comportements masculinisés. Les assureurs l'avaient d'ailleurs constaté. Pendant longtemps, les femmes payaient moins cher leurs primes car elles avaient moins d'accidents graves. Qu'est-ce que produit ce cliché, au-delà des rires gras et des proverbes de merde qu'on entend tout le temps ? D'abord, il entretient une culpabilisation permanente. Beaucoup de femmes racontent qu'elles ont entendu cette phrase dès leur premier cours de conduite, parfois même de la bouche de leur moniteur. Résultat, il y a une anxiété qui est accrue, une perte de confiance en soi et un stress au volant. Ensuite, il légitime une invisibilisation. Dans l'imaginaire collectif, la voiture reste un outil masculin.
Une fois, j'avais vu une vidéo d'un homme qui appelle un magasin de voitures, et c'est une femme qui répond, parce que c'est la femme qui gère ce magasin, et l'homme dit « Est-ce que je peux avoir un homme au téléphone ?» Parce que c'est les hommes qui sont censés s'y connaître quand on parle de voiture. Encore une fois, on parle d'invisibilisation. La voiture, c'est censé être pour les mecs. Et les femmes qui conduisent bien sont perçues comme des rares exceptions. Cette stigmatisation contribue à renforcer les inégalités d'accès à l'autonomie, surtout dans des zones rurales où la voiture est indispensable. On en revient à la raison pour laquelle cette phrase a été certainement inventée. Encore une fois, c'est une manière de couper la liberté des femmes, d'assurer sa propre domination sur les femmes en les rabaissant. Même si c'est inconscient, parce qu'il y a beaucoup d'hommes maintenant qui écoutent ce podcast et qui m'ont fait des retours. Et je pense qu'il y a énormément de choses qui sont inconscientes dans nos cerveaux et que beaucoup d'hommes ne sont pas prêts à accepter. Et enfin, ce cliché, il détourne l'attention des vrais problèmes de sécurité routière. Plutôt que de cibler les comportements à risque, les politiques publiques ou les campagnes de prévention se sont parfois appuyées sur une caricature sexiste, au lieu de reconnaître que les accidents mortels sont massivement liés à des conduites masculines à haut risque. Et je pense qu'on n'a pas envie de s'en rendre compte et d'assumer ça parce que, encore une fois, ça veut dire se remettre en question. Ça remet en question la domination de l'homme, ça remet en question sa propension à vouloir penser qu'il est plus fort que les autres, plus fort que d'autres humains, plus fort que les animaux, plus fort que la nature. Ça remet en question tout un système qui est bien plus grand. Ça remet en question le patriarcat. Femme au volant, mort au tournant, c'est donc pas une vérité statistique, mais une formule qui a servi à maintenir un rapport de pouvoir. Elle dit moins sur la route que sur la société, sur la difficulté qu'on a à reconnaître les femmes comme des sujets de liberté, sur la manière dont les stéréotypes produisent leurs propres effets et sur la complaisance avec laquelle on tolère des clichés sexistes au nom de l'humour. Parce que la grande majorité des gens vont dire « c'est une blague, c'est une blague, c'est une blague ». Si on disait « homme au volant, mort au tournant » pendant des décennies, je pense que votre notion d'humour changerait un petit peu, messieurs. Aujourd'hui, les chiffres, l'histoire et les luttes militantes obligent à tourner la page. Les femmes ont été des pionnières de l'automobile dès son invention. Elles ont obtenu le droit de conduire sans jamais avoir eu besoin de prouver davantage que leurs compétences. Elles ne sont pas plus dangereuses que les hommes, bien au contraire. Alors plus vous répéterez cette phrase, plus ça nous mettra en colère. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!